Goedemorgen iedereen, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Et je vais directement passer la parole au docteur Yves Van Latem pour un aperçu et une explication des chiffres du jour. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors vous le savez tous, en écoutant la radio et la TV, nous allons vivre aujourd'hui une nouvelle étape importante dans la lutte contre le Covid, puisque c'est ce jour que le nouveau gouvernement va nous présenter ce baromètre qu'on attendait et va aussi présenter des mesures qui seront plus sévères que celles que nous connaissons. Au niveau médical, je pense qu'il est indubitable pour tout le monde que les nouvelles mesures sont nécessaires, parce qu'effectivement, nous voyons tous les chiffres, toutes les données qui augmentent et tous les indicateurs que nous vous présentons sont et restent au rouge. Ces chiffres ne sont pas bons et pourtant nous savons ce qu'il faudrait faire, parce que ce qu'il faudrait faire n'a pas changé depuis 6 mois. Alors dans la perspective de ce qui est probablement ce qui va arriver dans les jours qui viennent, peut-être début de semaine prochaine, dans la perspective de mesures plus sévères, nous vous demandons tout particulièrement, avant ce week-end, de ne pas récidiver le genre de situations qui se sont présentées lorsque le confinement a débuté au mois de mars. De ne pas revivre des soirées débridées dans lesquelles on essaye, comme quelqu'un qui va être puni, de profiter une dernière fois d'un certain nombre de choses. Ce genre de situation a conduit, dans les 10-15 jours qui ont suivi, à une extension au sein des groupes de l'infection et pas mal de ces personnes se sont retrouvées à l'hôpital par la suite. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ce type de bêtises dans le week-end qui est devant nous. Quand on s'intéresse aux chiffres, comme je vous l'ai dit, il reste au rouge. Et si on commence par le nombre de nouveaux cas, durant les 7 derniers jours, en moyenne, il y a presque eu 6 000 cas par jour. En l'occurrence, 5 976 nouveaux cas par jour, ce qui est une augmentation de presque 100%, en l'occurrence 96%. Lundi de cette semaine, nous avons battu un triste record avec 8 582 nouveaux cas. Malheureusement, ces records, nous les battons jour après jour, puisque même si les chiffres de mardi ne sont pas encore définitifs, ne sont pas encore consolidés, comme on dit, nous attendons à atteindre pour mardi de l'ordre de 10 000 cas positifs. Cette augmentation se présente, comme on vous le dit d'ailleurs depuis des semaines, dans tous les groupes d'âge, même si effectivement c'est vers la vingtaine que c'est le plus important. Ce que nous remarquons, c'est que progressivement, cet âge moyen des personnes, la moitié des personnes sont plus âgées. Et donc on glisse petit à petit ainsi vers un groupe d'âge qui est plus à risque de faire des complications. La moitié des infections auparavant étaient chez des gens de moins de 32 ans. Il s'agit maintenant des gens de moins de 35 ans. Les chiffres augmentent plus rapidement dans les groupes d'âge à risque, on l'a déjà dit, entre 30 et 70 ans. C'est le cas dans tout le pays, mais c'est toujours particulièrement le cas sur le territoire de la Wallonie, avec les provinces du Hainaut, de Namur et du Luxembourg, qui voient les chiffres doubler actuellement tous les 6 jours. La province de Liège a récemment dépassé la région de Bruxelles-Capitale, avec, durant la dernière semaine, une moyenne de 1028 nouvelles infections par jour, soit une augmentation spectaculaire de 116% par rapport à la semaine qui a précédé. Bruxelles la talonne avec 1005 nouvelles infections par jour. Ceci continue à montrer un certain ralentissement par rapport à ce qui se passait les semaines précédentes, puisque l'augmentation n'y est que, si je peux me permettre l'expression, de 58%. Liège et Bruxelles sont donc suivis du Hainaut et de Anvers, avec respectivement 932 et 621 nouveaux cas par jour. Alors vous le savez, vous l'entendez dans la presse aussi, la capacité de testing est mise sous pression, entre autres dans la réalisation des tests, dans tout frottis que l'on fait. Ça n'empêche que le nombre de tests est extrêmement élevé. On a par exemple ainsi effectué 70 000 tests la journée de mercredi. Sur ces tests, le pourcentage de tests positifs
qui est un bon reflet de la circulation du virus dans la société, reste extrêmement élevé, puisque actuellement, au niveau du pays, on en est à près de 13% de tests positifs. Je vous rappelle que c'était le cas seulement de Bruxelles il y a encore pas tellement longtemps. Quant à Bruxelles et à Liège, le pourcentage y atteint maintenant 20%. Et on a entre 13 et 20% dans les autres régions de Wallonie. Si on passe aux hospitalisations, vous savez aussi que c'était un point de préoccupation important ces derniers jours avec le phasage des hôpitaux qui évolue vers l'euro, c'est-à-dire vers plus de lits réservés aux patients atteints par l'infection. On a eu en moyenne durant les 7 derniers jours 193 nouvelles admissions à l'hôpital, ce qui nous amène maintenant à presque 2000 patients, en l'occurrence 1949 patients hospitalisés pour cause de Covid, dont 327 le sont en soins intensifs. Au niveau des soins intensifs, actuellement, on a un doublement du nombre de lits occupés tous les 11 jours. On vous l'a déjà dit lors des dernières conférences de presse, mais on insiste sur ce point, puisque vous savez que c'est un des points qui est crucial quant à la structure des hôpitaux et à leur capacité de réponse. Si cette hausse se poursuit, la barre des 500 patients en soins intensifs serait passée la semaine prochaine et nous pourrions dépasser la barre des 1000 cas début novembre. Pour rappel, nous sommes le 16 octobre. La situation là est plus sensible, et on le sait, à Bruxelles et en Wallonie, avec un nombre de lits globaux occupés dans ces régions. Donc j'insiste, il ne s'agit pas des soins intensifs, mais des lits normaux et de soins intensifs réservés aux patients Covid, qui atteint actuellement la moitié du pic qui a été occupé durant la première vague. Ce qui est un chiffre, je trouve, assez parlant et impressionnant en même temps. Alors nous devons toujours, bien sûr, je dirais bien sûr parce que c'est malheureusement le cas, déplorer des décès. Actuellement une moyenne de 23 décès par jour, soit une augmentation de 90%. Mais nous avons maintenant régulièrement des journées dans lesquelles il y a plus de 30 décès par jour liés au Covid. Après ces chiffres, qui sont, on le constate, peu réjouissants, quelques discussions sur des thèmes, et on a déjà abordé un des thèmes, on va le compléter avec vous aujourd'hui, c'est le thème de la situation dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins. Alors vous allez voir un graphique qui va apparaître sur l'écran, et ce graphique vous montre le nombre d'infections pour 1000 résidents dans les maisons de repos depuis le 22 juin. Le 22 juin, c'est la semaine 26 que vous voyez en bas à gauche de la diapositive. 22 juin, je le rappelle, c'est le moment où la situation était le plus calme sur le plan épidémiologique dans notre pays. On voit, comme on l'a déjà dit, une toute petite augmentation durant la période de l'été. On voit surtout une augmentation qui a commencé à poindre à la mi-septembre, vers la semaine 37-38. Et on vous l'avait déjà dit, qui est né essentiellement à Bruxelles, puis qui a augmenté en Wallonie, et puis qui a entraîné en troisième temps la Flandre. On voit que pour la première courbe, elle est en train de plafonner, c'est la courbe de Bruxelles, que la deuxième courbe, celle de la Wallonie, est dans la même tendance, et que pour l'instant, la courbe liée à la Flandre, qui est moins montante, ne s'arrête pas encore, mais sur une pente qui est plus faible, je dirais, que la pente des deux autres régions. Au niveau du taux de contamination dans les maisons de repos des différentes régions du pays, on peut dire que le 13 octobre, on avait 6 résidents pour 1000 qui étaient infectés en Flandre, 9 pour 1000 en Wallonie et 20 pour 1000 à Bruxelles. Petite comparaison, ces chiffres étaient respectivement de 4, 9 et 12 une semaine avant. Au niveau des maisons de repos et de soins qui ont au moins un cas, eh bien on peut dire qu'actuellement, il y a 91% des maisons de repos en Flandre qui n'ont pas de cas, donc 9% bien sûr qui en ont, 81% des maisons de repos en Wallonie qui n'ont pas de cas et 79% dans la région de Bruxelles-Capitale. Heureusement donc, la majorité des maisons de repos dans le pays restent sans cas Covid prouvés. On va parler de clusters
partout d'ailleurs, mais dans les maisons de repos aussi, à partir du moment où il y a 2 résidents au même endroit, 2 personnes de la même entité qui sont détectées positives, le nombre de clusters continue à augmenter dans toutes les régions du pays. Heureusement, le nombre de maisons de repos dans lesquelles il y a au moins 10 résidents qui sont atteints, donc un nombre plus significatif, s'il augmente, reste encore très faible. Et c'est un point extrêmement positif. On considère qu'en Flandre, actuellement, il y a plus de 10 cas dans une maison de repos dans 1,7% des maisons de repos. Quasi la même chose en Wallonie, c'est dans 2%, et plus, un peu plus, à Bruxelles, où c'est 3,8%. Si besoin est, nous vous rappelons d'être particulièrement prudents dans vos contacts avec les personnes dans les maisons de repos, soit en tant que famille, mais bien sûr aussi, et vous le savez et vous le faites, et c'est grâce à ça que la situation est encore favorable à ce niveau-là, en tant que personnel soignant, qui a déjà eu beaucoup à combattre et qui devra continuer à le faire durant les semaines qui viennent. Deuxième point d'intérêt pour nous aujourd'hui, c'est un point dont vous avez signalé il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, c'est la fameuse 4e enquête de santé que Cienzano a lancée depuis le début de la pandémie dans notre pays. Cette 4e étude a eu lieu entre le 24 septembre et le 2 octobre et elle a porté sur 30 000 personnes de plus de 18 ans. Je fais remarquer en passant que ceci s'arrête donc le 2 octobre, c'est-à-dire un moment où la situation était moins problématique qu'elle l'est actuellement, même si l'augmentation avait déjà commencé. Cette enquête suit la santé mentale et la santé sociale de la population belge. Et il en ressort que, globalement, sur le plan des contacts sociaux, à ce moment-là, les gens étaient plutôt plus satisfaits. Mais que, malgré tout, un tiers de cette population, 30% en l'occurrence, ne se sent toujours pas bien et pas bien soutenu sur le plan des contacts sociaux. Les troubles anxieux ont augmenté et atteignent maintenant 18% des personnes sondées. Les troubles dépressifs restent sur le même niveau et d'ailleurs à peu près au même pourcentage, de l'ordre de 15% par rapport à l'enquête précédente. Ces troubles ont augmenté entre juin et septembre dans les personnes qui sont, je dirais, en première ligne de la réalité, c'est-à-dire celles du secteur de la santé, alors que les chiffres sont restés stables chez les travailleurs dans les autres domaines de l'économie. Alors, est-ce que les personnes sondées sont bien au courant des mesures, savent ce qu'il faut faire ou appliquent les mesures? Et je pense que c'est un point extrêmement important. Si certaines d'entre elles se trouvent assez informées, malheureusement, si on cherche un peu plus loin, on se rend compte que la connaissance des mesures a plutôt diminué et l'application des mesures, surtout, a plutôt diminué. On constate par exemple que les mesures d'hygiène et de distanciement social sont moins respectées. Que rester à la maison, par exemple, qui est une recommandation si on se sent malade, est moins suivi qu'auparavant. 23% des gens interrogés ne respectent pas ce type de mesures d'hygiène et 41%, on est quand même pas loin de la moitié, ne tiennent pas compte de la distanciation sociale. Pour comparaison, lors de la première vague, lors des mesures effectivement extrêmement sévères et du choc que nous avons subi, seuls 10% ne respectent pas les distanciations sociales. Plus de gens, c'est peut-être le seul point positif, portent le masque. Encore faut-il le porter de manière adéquate. Et vous savez tous que l'on constate parfois des masques portés de manière curieuse. Je vous rappelle qu'il doit couvrir le nez et la bouche et englober jusque et y compris le menton. Est-ce que la population a fait appel au corps médical dans le cadre du Covid ? Eh bien oui, il y a effectivement une partie significative et en augmentation du nombre de consultations médicales en raison du Covid. Depuis le début de la crise, on constate que 21% de la population a consulté un médecin dans le cadre de cette pathologie. 24% de la population s'est fait tester. Elle s'est fait tester pour quelles raisons? Essentiellement parce qu'elle présentait des symptômes, bien sûr, mais aussi pour des circonstances comme l'admission à l'hôpital ou l'entrée dans une maison de repos et de soins. Autre aspect interrogé par cette étude, c'est votre positionnement par rapport au vaccin.
Le vaccin est là dans quelques mois, mais comment le ressentez-vous potentiellement? 50% de la population est prête à se faire vacciner. Elle a envie de se faire vacciner. Un tiers de la population, 33%, n'est pas certaine et reste hésitante. Et 17% n'a pas l'intention de se faire vacciner. Qui hésite, qui ne veut pas se faire vacciner, ce sont essentiellement des personnes jeunes, ce sont plus des femmes que des hommes, et ce sont plus des habitants de la Wallonie que de la Flandre ou de Bruxelles-Capitale. Quelle est la raison majeure pour laquelle ces personnes hésitent ou ne veulent pas se faire vacciner? C'est essentiellement la crainte des effets secondaires liés au vaccin qui les empêchent d'être positifs vis-à-vis de cette solution pour la crise que nous vivons actuellement. On constate d'ailleurs que les personnes qui hésitent ou refusent sont des personnes qui ont, pour la majorité d'entre elles, une optique plus négative sur la vaccination en général, et sont aussi des personnes qui ont actuellement une moindre confiance dans les structures du gouvernement ou dans les institutions scientifiques qui essayent de les guider au mieux. Beaucoup de personnes attendent, et ça je pense c'est un point extrêmement positif, que des structures médicales qui les entourent, comme les médecins, peut-être aussi les pharmaciens, les guident et les conseillent quant à cette vaccination future. Il est clair qu'en soins de santé, en prophylaxie pour la santé, le médecin et le médecin généraliste, la première ligne, jouent un rôle fondamental, et ce sera encore un rôle fondamental qu'ils vont jouer cette fois-ci. En attendant que ce vaccin soit là, et on vous l'a déjà dit, on espère l'avoir pour le mois de mars, ça reste le tracing, c'est-à-dire le suivi des contacts après dépistage, qui est la chose fondamentale. Elle est importante et elle est perçue de manière plutôt positive dans cette enquête. Il en ressort en effet que 9 participants sur 10, donc 90%, qui seraient testés positifs, feraient parvenir les informations nécessaires pour que leurs contacts puissent être déterminés, justement contactés et testés. La même proportion dit qu'elle resterait chez elle pendant une période de 7 jours si elle s'avérait être un contact à haut risque, un contact rapproché de quelqu'un positif, et que ceci soit lié à un contact par un centre de téléphone ou dans le contexte de la nouvelle application Corona Alert. Ceci sont des choses positives, j'espère qu'elles seraient la réalité et pas simplement un vœu pieux. C'est d'ailleurs le fait de l'entièreté des mesures qui existent pour l'instant et qui seront prises, parce que je pense qu'on l'a déjà dit, mais il ne fait pas tort de le répéter, il n'est pas encore trop tard, mais il est temps. Merci. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. Op deze belangrijke dag zal onze nieuwe regering de coronabarometer voorstellen, als ook een reeks aan nieuwe verstrengde maatregelen. Dat deze nieuwe verstrengingen nodig zijn, blijkt maar al te zeer uit de snelle en verontrustende stijging van de coronacijfers. Alle indicatoren kleuren rood. Zowel het aantal besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames als het aantal overlijdens verdubbelen om de week. De cijfers zien er voorlopig niet goed uit, maar we weten wat we moeten doen. En met z'n allen gaan we ook deze trend ombuigen. Met het vooruitzicht van strengere maatregelen, vanaf deze maandag waarschijnlijk, zou ik u wel willen vragen om geen extra plannen te maken voor dit weekend. Denk niet, we gaan er nog even van profiteren, nu het nog kan. Hoe vroeger we ons gedrag aanpassen, hoe sneller we dit virus weer bij zijn nekvel gaan pakken. De afgelopen 7 dagen werden gemiddeld 5.976 nieuwe gevallen per dag vastgesteld in België. En dat is een aanhoudende toename van 96% in vergelijking met de week ervoor. Afgelopen maandag hebben we opnieuw een dagrecord vastgesteld van 8.582 besmettingen. Voor dinsdag zijn de cijfers nog maar voor 70% compleet.
Dat is normaal, want dit cijfer moet nog verder aangevuld worden met testen die vandaag en morgen worden gerapporteerd. Maar toch werden er voor dinsdag reeds 7500 besmettingen gemeld. We verwachten dan ook dat het geconsolideerde cijfer voor dinsdag waarschijnlijk boven de 10.000 besmettingen zal komen te liggen. De toenames blijven zich nog steeds voordoen bij alle leeftijdsgroepen. Maar de gemiddelde leeftijd van de personen met besmetting evolueert geleidelijk naar boven. De helft van de besmettingen wordt momenteel vastgesteld bij mensen jonger dan 35 jaar, terwijl dit begin september nog 32 jaar was. Het meeste aantal besmettingen zien we nog steeds bij de twintigers, maar de cijfers nemen weliswaar sneller toe bij de 30 tot 70-jarigen. De toenames doen zich ook voor op het hele grondgebied, maar in het bijzonder in het Waalse gewest. In de provincies Henegouwen, Namen en Luxemburg zien we de cijfers nu verdubbelen om de 6 dagen. Sinds kort heeft de provincie Luik het Brussels hoofdstedelijk gewest voorbijgestoken als regio met het hoogste aantal besmettingen. De afgelopen week werden er in de provincie Luik gemiddeld 1029 besmettingen per dag vastgesteld. En dat is een toename van 116%. In Brussel werden er in dezelfde periode gemiddeld 1005 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een stijging van 58%. Daarna komen de provincies Henegouwen en Antwerpen met respectievelijk 932 en 621 nieuwe besmettingen per dag. De testcapaciteit staat onder druk, maar toch voeren we nog steeds meer testen uit. Ondanks het hoge aantal testen zien we dat het percentage positieve testen weliswaar verder blijft toenemen. Zo werden er afgelopen woensdag ongeveer 70.000 testen uitgevoerd op 1 dag. Van alle uitgevoerde testen leverde bijna 13% een positief resultaat op. In Brussel en in de Waalse provincies liggen deze cijfers nog beduidend hoger, met uitschieters tot 20% in Brussel en Luik. Ook de ziekenhuiscijfers nemen dag na dag toe. De afgelopen week waren er gemiddeld 193 nieuwe opnames per dag. Gisteren waren dat er 288. En dat is ook een getal dat bijna verdubbelt in vergelijking met de week ervoor. Er liggen nu momenteel bijna 2000 patiënten in het ziekenhuis, met name 1949, waarvan 327 op intensieve zorgen. De bezetting op intensieve zorgen neemt nog wat sneller toe en verdubbelt nu elke 11 dagen. Indien de huidige stijging aanhoudt, zullen we binnen een week de kaap van de 500 patiënten op intensieve zorgen overschrijden en begin november de kaap van de 1000 patiënten overschrijden. 1000 bedden op intensieve zorgen is de helft van de maximale capaciteit in België. De situatie lijkt momenteel het meest precair in Brussel en Wallonië. Het totaal aantal bezette bedden in deze gewesten, en dan spreek ik over alle bedden, niet enkel de intensieve zorgen, bereikt nu de helft van het maximum aantal bezette bedden tijdens de eerste golf. De overlijdens tenslotte blijven jammer genoeg ook verder toenemen. De voorbije week vielen er elke dag gemiddeld 23 COVID-overlijdens te betreuren. En dat is een toename van 90% in vergelijking met de week ervoor. Er zijn ondertussen ook al verschillende dagen geweest met meer dan 30 COVID-overlijdens per dag. Ook deze vrijdag zouden we graag de situatie in de woonzorgcentra met jullie willen overlopen. Op deze grafiek ziet u het aantal besmettingen per 1000 bewoners in de woonzorgcentra sinds 22 juni. Ter herinnering,
Op 22 juni bevond het aantal besmettingen binnen de bevolking zich op het laagste niveau. Het aantal nieuwe besmettingen in de woonzorgcentra is beginnen stijgen sinds half september. In Brussel en Wallonië lijkt de trend zich gelukkig voorlopig wat te stabiliseren. In Vlaanderen is de besmettingsgraad lager, maar zet de stijging zich wel nog door. Op 13 oktober werd COVID vastgesteld bij 6 op 1000 bewoners in de Vlaamse woonzorgcentra. In Wallonië was dat bij 9 op 1000 bewoners en in Brussel bij 20 op 1000 bewoners. In de Duitsstalige gemeenschap werden geen besmettingen vastgesteld. 9% van de Vlaamse woonzorgcentra heeft minstens 1 COVID-geval. In Wallonië is dat 19% en in Brussel 21%. Het goede nieuws is dat de meerderheid van de woonzorgcentra dus nog steeds COVID-vrij is. En dat is in het bijzonder zo in Vlaanderen. Het gaat om 91% van de Vlaamse woonzorgcentra. De woonzorgcentra houden momenteel dus meestal vrij goed stand. Wanneer minstens 2 verschillende bewoners in eenzelfde woonzorgcentrum getroffen worden, spreken we van een COVID-cluster. Dit aantal neemt toe in alle gewesten. En vanaf 10 COVID-gevallen spreken we van een grote uitbraak. Het aantal grote uitbraken in de woonzorgcentra stijgt licht, maar treft nog steeds maar een kleine minderheid van de woonzorgcentra. En dat kan u ook zien op deze grafiek. 1,7% van de Vlaamse woonzorgcentra kent momenteel een grote uitbraak. In Wallonië is dat 2% en in Brussel 3,8%. We zouden hierbij opnieuw een warme oproep willen doen om extra voorzichtig te zijn voor onze ouderen en bij het bezoek aan een woonzorgcentrum. Vervolgens zouden we ook enkele resultaten willen presenteren van de 4e COVID-gezondheidsenquête. Cienzano publiceert vandaag de resultaten van deze enquête. Die heeft plaatsgevonden tussen 24 september en 2 oktober 2020. Dat is tot net voor de nieuwe stijging van het aantal besmettingen. In totaal hebben 30.000 mensen deelgenomen van minstens 18 jaar oud. Deze enquête volgt de evolutie op van het mentale en sociale welzijn van de Belgische bevolking sinds april 2020. De ontevredenheid over de beperking van onze sociale contacten is algemeen afgenomen. Slechts 35% voelt zich nog steeds onvoldoende sociaal gesteund. In het begin van de eerste golf, in april, was dit bijna dubbel zoveel. In normale tijden bedraagt dit 9%. Angstgevoelens nemen toe in vergelijking met deze zomer. In 2018 bedroeg het aantal mensen met angstgevoelens 11%. In april 2020, op de piek van de eerste golf, was dit 23%. Deze zomer is het aantal gezakt tot 16%, maar ondertussen geven opnieuw 18% van de mensen aan te kampen met angstgevoelens. Het aantal mensen dat aangeeft te kampen met depressieve gevoelens blijft vergelijkbaar met de afgelopen maanden en bedraagt 15%. We stellen vast dat het aantal mensen met angst en depressieve gevoelens vooral is gestegen tussen juni en september bij de mensen die in de gezondheidssector werken. Het is echter stabiel gebleven bij werknemers in andere sectoren. De mensen geven meestal aan dat ze voldoende geïnformeerd zijn over de ziekte en over het virus, maar geven daarentegen ook aan dat hun kennis van de maatregelen is afgenomen in vergelijking met de vorige maanden. Er wordt ook algemeen minder rekening gehouden met de hygiëne- en afstandsregels.
De aanbeveling om thuis te blijven in geval van ziekte wordt minder opgevolgd dan voordien. 23% van de respondenten respecteert de hygiënemaatregelen niet altijd. En 41% geeft aan dat ze niet altijd rekening houden met de afstandsregels. Tijdens de eerste golf gaf slechts 10% van de mensen aan niet altijd afstand te houden. Het aantal mensen dat een mond-neusmasker draagt is weliswaar toegenomen. Het aantal mensen dat omwille van COVID-klachten of COVID-achtige klachten een dokter heeft geraadpleegd is toegenomen. Sinds het begin van de crisis heeft in totaal 21% van de bevolking reeds een arts geraadpleegd omwille van COVID-achtige klachten. Bijna een kwart van de deelnemers, 24%, werd sinds het begin van deze crisis getest. De belangrijkste redenen om zich te laten testen zijn natuurlijk het krijgen van de symptomen, ofwel een opname in een ziekenhuis of een collectieve woonvoorziening, zoals een woonzorgcentrum. Betreft het vaccin, 50% van de deelnemers is van plan om zich zeker te laten vaccineren tegen COVID. 33% weet het nog niet zeker of ze wel gevaccineerd willen worden. En 17% geeft aan om zich niet te laten vaccineren. Relatief meer jongeren, vrouwen en ook inwoners van Wallonië geven aan dat ze niet zeker zijn om zich te laten vaccineren of zich helemaal niet willen laten vaccineren. Een van de belangrijkste oorzaken van twijfel of weigering van vaccinatie is de angst voor de bijwerkingen. Deze mensen hebben vaak ook een negatief persoonlijk standpunt ten opzichte van vaccinatie in het algemeen. Het gaat ook vaker om mensen met weinig vertrouwen in de overheid of wetenschappelijke instellingen. Vele mensen wachten ook het advies van hun huisarts af in verband met het al dan niet vaccineren. De huisarts zal dus een cruciale rol spelen in het vertrouwen in het toekomstige vaccin. In afwachting van het toekomstige vaccin is de contactopsporing van besmette personen van groot belang. En daar hebben we goed nieuws. De bevolking reageert hier algemeen positief op. Uit de enquête blijkt dat 90% van de deelnemers de nodige informatie zouden geven voor contactopsporing indien zij positief zouden testen. Evenveel respondenten gaven aan dat ze 7 dagen thuis zouden blijven indien ze een risicovol contact zouden hebben gehad. Ongeacht of deze melding zou binnenkomen via de telefonische contactopvolging of via de Corona Alert app. Dank u wel voor uw aandacht. Les chiffres d'aujourd'hui nous confrontent une fois de plus à la très dure réalité. 2000 personnes qui sont dans un lit d'hôpital à lutter contre le coronavirus, plus tous ceux qui sont chez eux à lutter contre les conséquences de ce virus. Donc on pense évidemment à eux. Quelles que soient les décisions qui seront prises par le comité de concertation, nous sommes tous conscients que les semaines à venir seront différentes de ce que nous avions souhaité. Nous devons tous, vous, les membres de votre famille, vos contacts, l'ensemble des citoyens, faire un effort dans l'intérêt de la santé publique. C'est une situation qui peut vous paraître éprouvante. La frustration, l'inquiétude, la colère, le découragement peuvent nous submerger. Et c'est normal que cela nous arrive face à cette situation inédite. Le plus important, cependant, est que ces sentiments ne contrôlent pas notre vie. Parlez-en avec vos proches, amis, famille. Vous pouvez aussi contacter, si vous le désirez, des services d'aide qui sont là pour vous. Et on pense par exemple au travail admirable que fait Téléaccueil. Vous retrouverez sur info-coronavirus.be l'ensemble de ces soutiens à votre disposition. Se détendre, souffler, à temps peut certainement aider et le week-end est un bon moment pour cela. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en ce moment, comme se défouler sur une piste de danse,
Mais concentrez-vous sur les choses simples, ressourçantes, qui restent tout à fait possibles sans qu'elles présentent un risque. On pense, par exemple, sortir, faire une balade dans les bois cette saison. Vous allez pratiquer un sport, rien de tel pour se recentrer sur soi, mais respectez les mesures de précaution avant et après. Évitons peut-être le passage à la buvette. Vous allez faire une virée shopping, très bien, mais ayez ces réflexes qu'on a maintenant de l'hygiène des mains, de maintenir les distances dans le magasin, du port du masque. Vous souhaitez passer un bon moment avec des amis, des membres de votre famille, faites-le de préférence en plein air, limitez le rassemblement et passez ce bon moment, mais en respectant vos distances, comme une marque de respect. Le scénario qu'a conté Yves il y a quelques jours a fait fureur. Eh bien, si vous voyez des connaissances, que ce soit quelqu'un qui s'appelle Yves ou qui s'appelle Tom Cruise, eh bien, prenez-vous au jeu. Prenez-vous au jeu de ce scénario. Certains se détendent également en supportant leur sportif favori, et ce dimanche est un grand jour pour les amateurs de cyclisme, c'est le Tour des Flandres. Un événement qui, dans des circonstances normales, accueille parfois plus de 50 000 personnes dans les portions de la course les plus populaires. Vous comprendrez que dans la période actuelle, ce type de rassemblement n'est pas possible. Si vous aviez eu l'intention à la base de vous y rendre, on vous demande, par respect pour le travail des organisateurs, des autorités locales, des coureurs qui ont tout mis en œuvre pour que ça se passe de manière le plus sûre possible, de vous abstenir et de plutôt vous réorienter vers votre canapé pour regarder ça en direct à la télé, bien au chaud. Bref, prenez le temps de vous détendre ce week-end, quelle que soit la manière pour vous d'atteindre cet objectif, mais faites-le de manière responsable. Nous ne pouvons plus nous permettre d'écart. Le virus en profitera pour prendre encore plus le contrôle sur notre société, sur nos activités, sur notre santé. Personne ne veut cela, et donc nous ne pouvons l'éviter que si chacun prend ses responsabilités, tous ensemble donc. Merci. Goedemorgen. De cijfers van vandaag confronteren ons nogmaals met de zeer harde realiteit. Wat de beslissingen ook zullen zijn die genomen worden door het overlegcomité, we beseffen allemaal dat de komende weken er anders gaan uitzien dan we allemaal hadden gehoopt. We moeten allemaal inspanningen leveren en dit in het belang van de volksgezondheid. Dit is voor iedereen een heel moeilijke en harde situatie. Frustratie, angst, woede, moedeloosheid kunnen ons dan ook overvallen. Dit is normaal. Iedereen heeft het moeilijk. Het belangrijkste is echter dat deze gevoelens ons leven niet gaan overheersen. Praat erover met familie, vrienden of indien nodig neem contact op met gespecialiseerde organisaties die er zijn voor u. Een lijst van deze organisaties kan u vinden op de website info-coronavirus.be. Tijdig ontspannen kan zeker ook helpen en daarvoor is het weekend het uitgelezen moment. Focus op de dingen die nog wel in alle veiligheid kunnen doorgaan. Bijvoorbeeld een herfstwandeling in het bos. En focus niet op de dingen die momenteel niet mogelijk zijn. Wat je plannen ook zijn, dit weekend zorg ervoor dat het virus geen ongewenste gast kan zijn. Ga je sporten? Respecteer dan ook na het sporten de voorzorgsmaatregelen, bijvoorbeeld in de kantine. Ga je naar de winkel? Draag een mond-neusmasker, hou afstand van andere klanten en het personeel en denk aan een goede handhygiëne. Spreek je af met vrienden dit weekend? Doe dit dan bij voorkeur buiten. Zorg dat je niet met meer dan 4 personen samenkomt in de publieke ruimte en respecteer steeds de fysieke afstand. Zondag is het een hoogdag voor de wielerliefhebbers, de Ronde van Vlaanderen. Een evenement dat in normale omstandigheden een ware volksverhuis veroorzaakt. In dit vreemde jaar zijn we al blij dat de ronde überhaupt kan doorgaan. En dit hebben we te danken aan de intense inspanningen van de organisatie, de hulpdiensten en de lokale overheden. Respecteer uw werk, respecteer de renners en vooral respecteer uw gezondheid en deze van de anderen. Dit jaar zullen de renners het dus moeten doen zonder aanmoedigingen langs het parcours. Geniet van de koers, maar doe dit vanuit uw zetel. José en Michel zullen u op meer dan veilige afstand gezelschap houden. Kortom, neem de tijd om dit weekend te ontspannen, maar doe dit op een verantwoorde manier. We kunnen ons nu geen misstappen veroorloven. Het virus zal van elke misstap profiteren om nog meer greep te krijgen op ons leven, op onze samenleving en onze gezondheid. En dit wil niemand.
Dit kunnen we enkel vermijden als iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. Het moet, het kan, samen kunnen we dit. Bedankt, alvast een prettig weekend en ik denk dat we nu kunnen overgaan tot enkele vragen die zijn binnengekomen van de journalisten. Een patiënte kreeg bij een positief testresultaat te horen dat ze een superverspreider is. Wordt dit nu consequent gemeld aan patiënten en worden die cijfers bijgehouden? Wel, ik zou willen beginnen met te zeggen dat je met een test niet kan aantonen of iemand een superverspreider is of niet. En dat komt omdat het begrip superverspreider met veel meer te maken heeft dan met het virus alleen. Het gaat om een combinatie van factoren. Een superverspreider is typisch iemand die heel veel virus produceert en uitscheidt en tegelijkertijd weinig of geen symptomen heeft. Daardoor gaat die persoon vrij actief blijven. Die is zich soms vaak niet bewust van het feit dat hij of zij virus uitscheidt. Die periode waarin we veel virus produceren, die is vrij kort. Die duurt 3, 4, misschien 5 dagen. Wanneer we toevallig in die periode juist sociaal heel actief zijn geweest, we hebben deelgenomen aan een feestje, we hebben deelgenomen aan een diner, of we hebben een andere activiteit gedaan, ja, dan kan je heel veel mensen besmetten. Maar het gaat dus om een combinatie van factoren, waarvan sommige ook heel toevallig kunnen zijn. Het is natuurlijk zo dat wanneer men een test uitvoert op een neusswab en men vindt zeer veel virus terug in de neus van de patiënt, ja, daar kan je ervan uitgaan dat die patiënt op dat ogenblik ook wel heel besmettelijk zal zijn. Maar in essentie betekent dat niet noodzakelijk dat iemand ook een superverspreider is. De boodschap is altijd hetzelfde. Als u positief test, moet u zich isoleren. Veel virus of weinig virus, wanneer de infectie nog actief is, moet u zich isoleren. Lorsqu'une patiënte a été testée positive, on lui a dit qu'elle était un supercontaminateur. Les patients sont-ils désormais systématiquement informés lorsque cela est le cas? Et ces chiffres sont-ils tenus à jour? Alors il s'agit probablement ici d'un patient qui a reçu l'annonce par son médecin traitant que non seulement son test était positif, mais que le laboratoire avait communiqué au médecin, ce que le laboratoire ne fait pas systématiquement, qu'il y avait beaucoup de virus dans le prélèvement. Cette notion de beaucoup de virus dans le prélèvement ne suffit pas pour dire que quelqu'un est un supercontaminateur. Le supercontaminateur, c'est un ensemble de conditions dans lequel, bien sûr, la quantité de virus joue un rôle, mais aussi ce que la personne fait, son comportement. En effet, pour être propagé, mais il faut effectivement que le virus sorte quand vous êtes en présence de gens. Donc il faut que vous soyez, pour commencer, pas malade ou peu malade. Si vous êtes malade, vous serez chez vous en contact avec peu de personnes. Si vous n'êtes pas malade ou tellement peu que ne vous en rendez pas compte, vous aurez peut-être une activité sociale et éventuellement, dans certains cas, une activité sociale intensive. Si vous ne prenez pas toutes les précautions à ce moment-là, vous avez potentiellement la chance, le risque plutôt, de contaminer beaucoup de personnes. On sait que l'excrétion maximale de virus dure 3 à 5 jours au plus long, qu'elle se présente avant le début des symptômes ou au tout début des symptômes, ou au tout début qu'on est infecté sans avoir de symptômes. Et donc si par malheur vous êtes à ce moment-là dans des situations de groupe, une soirée en famille par exemple, si par malheur vous avez des comportements sans masque qui permettent d'exprimer le virus très fort, comme chanter, crier, siffler, tousser, vous pourriez être effectivement un supercontaminateur. Donc, que vous ayez un peu ou beaucoup de virus, cela ne change rien au fait que les mesures doivent être les mêmes, c'est-à-dire de se retirer de la vie active, de s'isoler, parce que pratiquement tout le monde, dans certaines circonstances, peut sans doute être d'une certaine manière un supercontaminateur. Dans les chiffres quotidiens, constatez-vous un aplatissement de la courbe? Alors nous serions très contents de voir un aplatissement de la courbe
Et comme vous en souvenez peut-être, nous avons cru percevoir ceci il y a peu de semaines, lorsque les chiffres ont cessé d'augmenter d'une manière aussi marquée. Malheureusement, les chiffres qu'on vous a montrés aujourd'hui ne montrent pas du tout un aplatissement, mais une augmentation quasi exponentielle de ces chiffres. Et rien ne nous permet de dire actuellement, et nous espérons effectivement que les mesures prises aujourd'hui nous le permettront par contre, de dire que ceci va changer dans les 7 à 10 jours devant nous, si des mesures adéquates et surtout si la compliance de la population à ces mesures est elle aussi adéquate. À ce moment-là, nous espérons voir dans 7 à 10 jours un début de modification, peut-être pas encore un plateau, mais en tout cas un infléchissement de la courbe. Merken jullie in de dagelijkse cijfers een afvlakking van de curve? Wel, jammer genoeg merken we dat helemaal niet. De cijfers blijven stijgen, verdubbelen om de week. En je ziet nog steeds een versnelling in die cijfers. Dat is geen goed teken. Nu, we hopen de komende weken een vertraging, hopelijk zelfs een afplatting van de curve te mogen zien, dankzij de nieuwe maatregelen die er zullen komen. En ook vooral dankzij een aanpassing van het gedrag van ons allemaal. Maar voorlopig zien we dat jammer genoeg nog niet. Oké, dit waren de vragen. Dan wens ik jullie allemaal een prettig weekend. Maar ik zou toch nog een laatste warme oproep willen doen. Neem alsjeblieft dit weekend uw verantwoordelijkheid. Maak geen plannen die nu niet kunnen. Zottigheid gaan we jammer genoeg cash moeten betalen. En het gaat om de gezondheid van ons allemaal. Dus neem alsjeblieft je verantwoordelijkheid dit weekend. En dan zien we elkaar volgende week terug voor een nieuwe persconferentie. Merci, bon weekend.